Bien, rebonjour les secondes 2. On termine cette fois-ci le chapitre dans cette dernière vidéo donc, avec laquelle je vous invite à compléter la dernière partie du cours pour la semaine avant les vacances. Donc on a vu qu'il y avait en France des lieux à la fois dynamiques et prospères, des lieux où il y avait de fortes inégalités sociales et économiques. Donc même si globalement on est dans un pays qui fonctionne plutôt bien, on a vu quand même qu'il y avait des dynamiques différentes entre les métropoles qui sont plutôt dynamiques et les centres des métropoles qui le sont plus que les banlieues, et donc les métropoles qui le sont plus que les zones éventuellement rurales. Alors, pour cela, la France est tout à fait consciente des problèmes et voilà, on a des acteurs qui essayent de corriger un petit peu ces inégalités pour faire de la France un territoire un peu plus homogène. Donc on va avoir les actions, et puis ensuite on en verra les effets. Donc dans les actions, vous avez différents acteurs qui peuvent intervenir pour essayer d'homogénéiser le territoire. Vous avez ici, vous voyez, ce qu'on appelle les FSE, les fonds structurels européens. Oula. Et ici, vous avez par exemple des aides du conseil départemental dans les départements. Autrement dit, ici, une aide au niveau national, ici, une aide au niveau européen. Et là, ici, vous voyez, c'est un des enjeux et une des raisons pour lesquelles l'Europe suscite pas mal de tensions, notamment en France. C'est-à-dire qu'à l'époque où voilà, l'Europe était constituée de 6, de 9, voire de 12 pays, on était dans ces territoires-là. Et grosso modo, du coup, en France, parce que en fait, si je reviens quand même 2 secondes sur les fonds structurels européens, c'est-à-dire que c'est l'Europe qui décide d'allouer des subventions à des territoires qui sont en difficulté économique et qui ont des projets pour justement moderniser, dynamiser, créer de l'emploi, relier leur territoire un peu enclavé à d'autres territoires pour voilà, les dynamiser. L'Europe peut apporter donc de l'argent pour ça. Il suffit que vous regardiez des fois, quand vous prenez la route avec vos parents en voiture, des fois quand il y a des réfections de route ou d'autoroute, vous avez des panneaux qui vous expliquent qui a investi de l'argent dans ce projet de construction. Et vous y verrez à un moment donné probablement l'Europe. Vous avez l'Europe, l'État, la région, le département, les collectivités locales. Mais donc souvent l'Europe donne. Et donc, du coup, elle regarde, elle étudie un peu tous les dossiers qui sont proposés, et puis donc elle en sélectionne un certain nombre pour lesquels elle accepte de financer tout ou partie du projet. Et donc, à une époque où l'Europe n'était constituée que de 6, 9, voire 12 pays, il y avait pas mal de régions françaises qui auraient pu être enviolées maintenant, et qui recevaient donc beaucoup de subventions de l'Europe, et donc à ce moment-là, tout le monde était content. Et puis petit à petit, l'Europe s'est ouverte à des pays d'Europe de l'Est, beaucoup moins riches et développés que nous, et qui donc du coup deviennent beaucoup plus fragiles et correspondent davantage au principe des aides des fonds structurels européens. Résultat, ce sont ces pays d'Europe de l'Est qui maintenant récupèrent les subventions européennes pour développer leur territoire, l'Europe disant notamment à la France qu'elle a à une époque largement bénéficié de ces subventions et que les régions françaises sont quand même en difficulté, sont quand même dans des situations économiques bien plus favorables que ces territoires de l'Est qui méritent donc du coup un petit coup de pouce de l'Union européenne. Ce qui fait que beaucoup de Français sont assez en colère là-dessus en disant voilà, on est dans l'Europe, mais finalement ça ne nous rapporte rien. On met de l'argent dans la caisse commune, mais qui sert finalement à dynamiser d'autres régions. Il faut savoir qu'à une époque, la France a exactement bénéficié de la même chose, c'est-à-dire de financement d'autres pays qui ont du coup indirectement financé la modernisation de certains territoires français. Donc la roue tourne, malheureusement. La période est peut-être moins faste pour la France en ce moment, mais il faut savoir que à une époque, la France en a largement bénéficié. Et puis, vous avez ici, au niveau national, l'État, les collectivités territoriales peuvent aussi financer des projets de développement.
Alors, qu'est-ce qu'on constate, hein, que les départements qu'on voit en orange ici, on les retrouve plutôt en rouge ici, hein, plus ou moins. C'est-à-dire que plus on est foncé, plus ça veut dire que ces départements bénéficient d'aides sociales. C'est-à-dire que voilà, on estime qu'il est nécessaire d'aider, hein, des populations qui sont en difficulté. Donc plus c'est rouge foncé, plus ça veut dire que les départements sont en difficulté. Et comme par hasard, on retrouve une nouvelle fois les Hauts-de-France, les régions rurales centrales, voire ici le littoral méditerranéen qui voilà, reçoit à la fois une population retraitée riche, mais il y a une population notamment issue de l'immigration qui s'est plutôt installé dans le sud de la France avec peu un niveau de diplôme peu élevé et qui a donc pas forcément les compétences pour travailler dans des industries de haute technologie, puisqu'on a vu que la France se dirigeait plutôt dans ce secteur-là. Donc l'Union européenne contribue à réduire les inégalités, elle verse des subventions appelées fonds structurels aux régions métropolitaines en marge. Donc vous avez quelques exemples ici qui peuvent encore, de régions qui peuvent éventuellement encore prétendre à ces aides, hein. Les régions d'outre-mer aussi, hein, qui sont en difficulté. Et donc ces fonds servent à améliorer l'accessibilité des territoires, à favoriser donc, le développement économique, donc l'emploi. L'État, hein, met en place aussi des politiques qui visent à réduire les inégalités. Le problème, c'est que son intervention est en recul, puisque je vous rappelle, alors ça on rentre dans les affaires techniques, mais parlez-en à vos parents, qui sont peut-être contents sur le coup, puis qui vont peut-être déchanter dans quelques années. On est en train de supprimer, hein, c'est en cours, hein, depuis 1 ou 2 ans déjà, ça a commencé. Peut-être que ça a déjà été le cas pour vos parents, sinon ça va venir. L'État a décidé de mettre fin à un impôt, hein, qui sont les taxes d'habitation, qui voilà, rentraient dans le budget, une bonne partie de ces impôts rentraient dans le budget des collectivités territoriales, comme le conseil départemental par exemple, ou les mairies. Alors du coup, les foyers payent un impôt en moins, donc ils vont être contents. On va être content, j'en fais partie. Mais il faut savoir que du coup, cet argent qu'on donne plus, il n'arrive plus dans les caisses des collectivités territoriales, donc que ce soit mairie, communauté urbaine, département, région, État. Et donc du coup, c'est de l'argent en moins pour investir dans le territoire. Et donc peut-être qu'un jour où on se plaindra qu'une route est en mauvais état et qu'elle abîme les voitures, eh ben on dira à une époque, avec les impôts locaux, on aurait pu la financer. Et maintenant, comme il n'y a plus d'impôts locaux, on a moins d'argent et on estime que ce n'est pas une priorité de la réparer. Donc vous continuerez à exploser vos roues dans les trous des routes. Donc voilà, et on peut estimer aussi que la politique sociale, du coup, se réduit, hein. Les gens qui ont effectivement des besoins d'aide financière en auront peut-être moins, voire plus, parce que voilà, les recettes des collectivités territoriales diminuent. Donc les collectivités locales sont des acteurs de la lutte contre les inégalités. Les départements et les intercommunalités, hein, assument à peu près la moitié des dépenses sociales en France. Mais je dis encore une fois, leurs recettes vont bientôt, sont en train de diminuer. Les départements versent notamment des revenus de solidarité, hein, donc pour les personnes les plus précaires économiquement, mais aussi par exemple pour ceux qui sont, voilà, euh, qui on va dire, subissent un peu des inégalités, hein, comme les personnes handicapées, qui aussi bénéficient d'aide, puisque voilà, l'emploi leur est moins, les perspectives d'emploi sont plus réduites, les perspectives de déplacement sont plus difficiles et probablement plus chères. Et donc, voilà, le département aide aussi ces personnes à leur permettre de vivre une vie la plus normale possible. Alors, du coup, comme tout le monde a besoin d'aide, comme tout le monde veut des aides, il y a une espèce de concurrence qui se met en place entre les différents territoires, hein. Et on voit ici, notamment là pour les emplois plus sévères, plus
il y a une dynamique en termes d'embauche, hein, et plus c'est rouge, moins il y en a. Et puis ici, on voit un peu la hiérarchie, hein, du réseau urbain français avec une grande ville, Paris, et ce qu'on va appeler ici, vous voyez, de manière un peu près circulaire, hein, des métropoles d'équilibre qui, voilà, essayent, on va dire, de rééquilibrer le territoire, puisque sinon on est vraiment sous l'emprise et la domination de la région parisienne. Qu'est-ce qu'on voit ici? Bah, que majoritairement, ce sont les grands centres urbains, hein, qui voient leur dynamique d'emploi augmenter, ce qui montre bien que c'est surtout dans les villes qu'on a des perspectives d'emploi. Dans les régions rurales, c'est beaucoup plus difficile. Donc l'action des pouvoirs publics accentue parfois les inégalités entre des régions gagnantes que l'on appelle des centres, hein. Alors les centres, c'est pas forcément un centre du territoire, hein. Le centre, c'est là où il se passe des choses, hein. Donc un centre, c'est l'Île-de-France, par exemple, c'est la ville de Lyon, c'est la ville de Marseille, c'est là où il se passe des choses, hein. Donc il y a un centre, puis il y a des périphéries. Les périphéries, c'est des espaces qui sont au contraire qui sont dominés, hein, qui ont une moins belle image de marque, qui ont peut-être moins de dynamisme, moins d'emploi, plus d'inégalités sociales. Donc voilà, alors dans les périphéries, bah, les Hauts-de-France, l'Est, hein, donc des régions en reconversion, on en a déjà parlé plusieurs fois, la Corse, région rurale, les régions ultramarines très éloignées, sont plutôt des régions qui ont du mal à exister par rapport à ces grands centres urbains qui dominent le territoire. Hop, voilà. Donc pour bénéficier des aides publiques, les territoires entrent souvent en concurrence, ils candidatent en déposant des dossiers qui sont examinés et évalués par l'Union européenne, l'État et les collectivités. C'est surtout pour le cas des métropoles les plus puissantes économiquement, les plus attractives démographiquement et les mieux insérées dans la mondialisation, comme Paris, Lyon, Marseille, Toulouse ou Strasbourg, qui sont plutôt les villes qui récupèrent plutôt les subventions, puisqu'on sait que voilà, ça va continuer à leur permettre d'être acteurs au niveau national et international. Alors un dernier exemple tout chaud, hein, je ne sais pas si vous avez écouté les informations ces derniers temps, mais la France a créé un nouveau label de capitale culturelle nationale qui va être donné régulièrement. Alors je sais pas, je sais plus si c'est tous les ans ou toutes les 2 ou 3 ans. En tout cas, là, on a élu la première capitale culturelle nationale française, et vous aviez des villes comme, je crois, Rouen ou Sète dans le sud de la France. Il y avait même plusieurs villes qui s'étaient associées, je ne sais plus lesquelles. Et celle qui a gagné, c'est Villeurbanne. Donc Villeurbanne va devenir pour l'année 2022, je crois, la capitale culturelle française. Donc là où il va se passer un maximum de choses au niveau culturel, sachant qu'en ce moment il ne se passe rien. Ça ne va pas être difficile de faire des choses, en espérant que le contexte y permette de le faire. Alors Villeurbanne, vous allez me dire, ouais, c'est où, c'est quoi? Alors peut-être que les fans de basket y connaissent un peu parce que c'est une grande ville de basket, mais pour le reste, bah, voilà, c'est une ville de banlieue, une ville de banlieue de Lyon. C'est dans la banlieue nord de Lyon. Alors voilà, certains diront, bah, c'est super, on a donné ça à Villeurbanne, c'est une ville dont on parle pas forcément beaucoup, quand on en parle, c'est pas forcément en bien, parce qu'il y a souvent des problèmes de délinquance, de drogue, de violence, etc. Mais voilà, c'est à quelques centaines de mètres de Lyon, hein. Et donc indirectement, certains diront que c'est un peu à Lyon, deuxième ville de France, qu'on a un peu indirectement donné ce titre. Et ce qui va se passer à Villeurbanne va être plus ou moins contrôlé par Lyon dans le domaine culturel. Donc voilà, encore une fois, on prête qu'aux riches, hein, si vous connaissez l'expression, et on va plutôt favoriser voilà, une ville qui est tout proche du deuxième centre urbain de France, plutôt que, enfin c'est pas demain la veille, je pense qu'on verra Somain ou Abscon, capitale culturelle française. Alors résultat, bah, du coup ça a créé une espèce de creusement des inégalités qui peuvent être source donc du coup de contestation, parce que ce n'est pas forcément les villes qui en ont plus besoin qui récupèrent le plus d'aide, hein, et inversement, celles qui en ont vraiment beaucoup besoin n'en récupèrent peut-être pas forcément assez, et donc des fois, bah, ça explose.
Alors ça explose comment? Bah, ça peut être de manière, on va dire, politique, par le bulletin de vote, ça peut être aussi par un ras-le-bol qui se manifeste bah, justement par des manifestations. Alors on voit bien ici une France coupée en deux, hein. On voit là aussi les résultats du premier tour des élections présidentielles, avec, vous voyez, là, on voit clairement une France qui est coupée en deux, hein, une France de l'Est, avec, si on exclut la région parisienne, les régions qui sont à la fois en difficulté économique et en reconversion, donc le nord et l'est, les régions qui sont rurales, agricoles, dans le centre, ici le sud où il se mêle à la fois une population très riche mais une population aussi très pauvre, avec donc un vote plutôt contestataire, hein, où on voit que c'est plutôt l'extrême droite qui a remporté tout au moins le premier tour. Et on voit que c'est quand même beaucoup plus important qu'avant, puisque ici, il n'y avait quasiment pas de vote contestataire. On voit ici l'autre manifestation du ras-le-bol qui est les manifestations des Gilets jaunes qu'on voit dans les régions en difficulté ou en reconversion, mais on peut le trouver aussi dans les régions urbaines, hein, parce que dans les régions urbaines, on voit, il y a des centres riches, des périphéries pauvres, mais aussi dans les régions centrales, rurales, où on a le sentiment d'être un petit peu marginalisé, ignoré, voilà, on manifeste pour exister. Donc la contestation sociale se traduit de plusieurs manières. Au plan électoral, d'abord, elle alimente l'abstention et puis aussi la progression du vote contestataire, notamment dans les régions les plus fortement marquées par les inégalités et la crise, les Hauts-de-France, le Grand Est pour la crise, Languedoc, Provençal-Côte d'Azur pour les inégalités. Au plan social, cette contestation s'exprime par la multiplication des tensions, notamment le mouvement des Gilets jaunes, hein, par des grèves ou des émeutes, hein, qu'on peut trouver assez régulièrement, des gens qui descendent dans les magasins et qui dévastent tout. Ces manifestations sont la plupart du temps liées à la cherté de la vie, à la fermeture des services publics, à la réduction des droits sociaux, tout ce qu'on a vu dans ce chapitre, hein. Ces mouvements affectent donc autant les grandes métropoles dans lesquelles ont lieu les grandes manifestations que dans les espaces ruraux dans lesquels des personnes peuvent manifester contre la fermeture d'une école ou d'un hôpital et se sentent de plus en plus isolés parce que les services donc disparaissent. Donc du coup, en conclusion, hein, on peut dire que le territoire français est affecté par des dynamiques démographiques qui sont un petit peu contrastées, hein. Il y a des espaces ruraux montagnards qui voient un petit peu leur dynamisme s'affaisser, hein, avec une population qui vieillit, une activité qui se réduit, alors que dans les métropoles, les espaces littoraux, les grandes vallées fluviales, on a plutôt une population plus jeune, plus dynamique. Ça n'empêche pas qu'il y a pas mal d'inégalités socio-économiques, et même si on a la chance d'être dans un pays qui est plutôt riche et développé, on a vu qu'il y avait quand même de grandes formes d'inégalités, hein, entre voilà, des régions qui font face à une pauvreté certaine, hein, les anciennes régions industrielles, les régions rurales et les périphéries, hein, des grandes villes, par rapport donc à des populations qui sont beaucoup plus aisées, qui vivent dans les centres urbains. Alors, les pouvoirs publics essayent de mettre en place des politiques, hein, pour essayer de limiter ou d'homogénéiser un petit peu cette population et de limiter ces écarts, mais voilà, les moyens sont quand même difficiles à trouver, hein, ils se réduisent même, et ce qui des fois donc exacerbe la population qui manifeste par des mouvements de contestation qui peuvent être violents, hein, on l'a vu, vous l'avez déjà tous vu, j'imagine, avec ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Donc voilà pour ce chapitre qui résume un petit peu ce qu'on avait vu dans les deux premiers, tout au moins à l'échelle de la France. J'espère que c'est à peu près clair. N'hésitez pas à m'écrire s'il y a des choses qui ne l'ont pas été, en fonction éventuellement de vos messages. On verra si on organise ou non une séance. Et puis je vous réécris de toute façon d'ici la fin de la semaine, a priori, pour vous dire comment on va réaliser l'évaluation que l'on fera à la semaine de la rentrée des vacances, donc dans 3 semaines, donc, si je me trompe pas.
Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une bonne suite de week-end de Pâques, et puis bonne semaine, bon courage. N'hésitez pas à m'interpeller s'il y a des choses à préciser, s'il y a nécessité de se voir, et donc sinon je vous dis très belles vacances, accrochez-vous, il y aura des jours meilleurs, et on se retrouve dans quelques jours. À bientôt, au revoir.